When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous accueille aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes avec un format également tout nouveau, c'est le Pompe Café. En effet, avec quelques-uns des Patreons, ces auditeurs fidèles, coureurs à pied, qui financent le podcast à partir de quelques euros par mois, nous avons choisi quelques thématiques autour desquelles nous allons échanger, débattre et discuter. C'est un format un petit peu nouveau où chacun a pu prendre la parole sur des sujets très variés. Nous allons aborder dans l'ordre ces courses et ces inscriptions qui deviennent de plus en plus difficiles. C'est compliqué aujourd'hui de prendre un dossard pour des grandes courses au niveau national, même au niveau régional, vous allez le voir. Nous aborderons ensuite ce PPS qui a vu le jour il y a quelques années et qui passera à 5 € à partir du 1er janvier prochain. Et pour finir, nous aborderons un sujet un petit peu plus philosophique sur l'extraordinaire, ces ultras qui deviennent de plus en plus longs. Est-ce une quête ? Est-ce une surenchère ? Les Patreons vous donneront leur réponse. Alors je vous invite à vous installer confortablement, à prendre également une petite tasse de thé ou de café. Bienvenue dans ce premier épisode du Pompe Café enregistré avec les Patreons que je remercie infiniment pour leur investissement dans cet épisode, à commencer par Isabelle, Maria-Laura, Lucie, Pierre, Eric et Vincent. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir les Patreons, merci d'être présents sur cet épisode nouveau format où j'ai souhaité vous donner la parole puisque dans le groupe au quotidien vous faites vivre en partie ce podcast grâce à nos échanges, grâce à nos discussions. Eh bien j'ai souhaité aujourd'hui mettre en place ce petit épisode pour traiter de sujets d'actualité que l'on a plus ou moins convenus ensemble avec comme thématique le prix des dossards qui ne cesse de flamber et qui ne cesse d'augmenter avec des disponibilités qui sont toujours plus compliquées au fur et à mesure que les courses se déploient. Même des grandes courses, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des dossards. Deuxième thématique, un petit peu plus nouvelle, avec ce PPS que la Fédération française veut mettre en place, mais cette fois-ci de façon payante, avec une cotisation de 5 € annuels à payer. Et enfin, une thématique sur l'extra qui devient de plus en plus ordinaire. Est-ce qu'il est encore extraordinaire, ces courses un petit peu longue distance ? Comment on va pouvoir aborder ce sujet-là ? Eh bien, c'est avec vous aujourd'hui. J'ai la chance de recevoir 6 Patreons et je vais vous laisser vous présenter un petit peu, vous dire qui vous êtes, de façon à ce que les auditeurs sachent un petit peu donc qui sont ces personnes qui vont intervenir sur cet épisode nouveau format. À qui je donne la parole ? Isabelle, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, alors moi c'est Isabelle, donc je suis Patreon depuis 1 mois seulement. Je pratique la course à pied depuis 2017 et le trail un petit peu plus long depuis 2-3 ans. Et donc je fais partie de la Team Bee de Bruno. Et c'est comme ça, j'ai découvert le podcast et puis que je me suis inscrite pour être Patreon et puis échanger avec un petit peu tout le monde. Voilà pour mon parcours en course à pied. Lucie, je te laisse la parole, même si les auditeurs fidèles qui écoutent le podcast depuis de très nombreuses années ont sans doute déjà eu ton épisode et ta voix dans les oreilles. Oui, bonsoir, moi c'est donc Lucie. J'ai été en effet l'invitée de ton podcast en mai 2023, il me semble, ou 2022, enfin je sais plus du coup. En fait, donc moi je suis Patreon depuis longtemps. Seb m'a accompagnée aussi pour justement la préparation d'un marathon. Je suis quadruple marathonienne depuis 10 jours et je cours depuis 2013.
Maria-Laura, direction la Belgique, notre doc, notre experte pour la jante féminine. Et masculine peut-être aussi. Oui, oui, enfin surtout féminine on dira, mais voilà. Donc bonsoir, moi je suis Maria-Laura. Alors je suis Patreon je ne sais plus depuis combien de temps, mais je suis le podcast depuis, je pense, le tout début. Et donc ma pratique de course à pied a commencé il y a 6 ans. D'abord sur des petites distances et puis progressivement, enfin même très rapidement, plutôt semi-marathon et marathon. Un peu plus, j'ai essayé d'aller vers au-delà du marathon, mais ça s'est soldé par un échec, même avant le départ. Et donc voilà, j'affectionne aussi bien la course sur route que le trail et aussi les crosses, où c'est vraiment pour moi une vocation entre guillemets, une passion que de pratiquer les crosses en automne et en hiver. Place à nos garçons que j'aurais pu appeler la team moustache. Eric, je te laisse la parole. Bonsoir ou bonjour à tous. Donc moi c'est Eric. J'ai 58 ans, je vis en Haute-Savoie près d'Annecy et Patreon depuis comme Maria-Laura, je pense. Donc j'ai pas compté mais depuis pas mal de temps. Et côté sport, je viens du cyclisme, du vélo que j'ai pratiqué plus jeune jusqu'au moment où j'ai commencé à travailler. Et là, j'ai eu du mal à effectivement concilier travail et vélo, donc je me suis mis à courir. Donc je cours depuis, on va dire, 25 ans. D'abord route, parce que des trails, il n'y en avait pas non plus énormément il y a 25 ans. Ça a commencé, et ensuite j'ai bifurqué sur le trail depuis... mon premier trail, c'était 2006, donc il y a une vingtaine d'années. Et j'ai fini mon cycle trail en 2011 par l'UTMB. Et depuis, j'ai un objectif d'athlète hybride, c'est-à-dire me muscler, faire du sport plaisir et mixer un peu le cardio et la force. Voilà. Pierre, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Pierre. Je partage ma vie entre deux lieux de vie, on va dire le Pays d'Aix à la frontière franco-suisse dans l'Ain et dans le Loiret, dans un petit village pas très loin de Pithiviers. Et côté sport, alors je faisais pas mal de trail on va dire en 2007-2008 par là. Et puis après jusqu'en 2012, et puis après des circonstances de vie, on va dire moi un petit peu éloignées, voire beaucoup éloignées des sentiers, parce que pendant 15 ans j'ai quasiment plus couru, et je m'y suis remis à l'approche de la quarantaine, comme un petit déclic, lancer un défi, et puis bon, une fois que le défi a été réalisé, autant continuer. Donc voilà, et le prochain défi, l'enveloppe est partie hier pour l'inscription aux 24 heures de la Roche-Molière. Voilà, c'est un vieux rêve qui se transforme en objectif maintenant. Il n'y a plus qu'à. Vincent, pour finir cette présentation des Patreons, je te laisse la parole. Et bonjour à tous et à toutes. Et donc moi Vincent, 40 ans. Je suis le podcast depuis à peu près le début, je crois, 2020-21. Je suis athlète hybride, on va dire comme Eric, un peu de route, un peu de trail, un peu de cross, suivant la saison. Donc en ce moment, c'est plutôt les cross. Voilà, ce que j'aime avant tout aussi, c'est être dans la nature. Donc je prends beaucoup de plaisir à me promener sur le vélo, en courant ou en balade. Voilà. Et autour du Mont Blanc pour et autour l'UTMB. du Mont Blanc. Et j'ai eu l'honneur aussi, oui, j'ai oublié d'être l'invité de Sébastien il y a un mois ou deux, parce que j'ai fait l'UTMB cette année, donc on en a parlé autour d'un épisode. Voilà. Alors très rapidement, avant qu'on entre dans le vif de nos sujets, pourquoi vous êtes Patreon du podcast ? Ah, je vous sèche là, je vous ai collé. Lucie ? Pour moi, c'était finalement... moi, j'adore tout ce qui est podcast, et en fait, dès que je peux aider aussi des créateurs de podcasts qui sont, indépendants, je le fais. Et puis comme tu m'as accompagné pendant quelques années, je trouvais bien de continuer à soutenir tes projets via Patreon. Et puis
comme je suis une grande bavarde, avoir un groupe dans lequel parler, moi, ça me convient toujours. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner justement leur ressenti, le pourquoi de cette adhésion au groupe des Patreons? Ouais, moi ça m'a semblé naturel. J'étais un fidèle auditeur du podcast. J'ai toujours bien apprécié ta façon d'appréhender un certain nombre de sujets, ta façon d'interviewer, tes invités que tu avais. Donc ça m'a semblé naturel de t'aider avec mes petits moyens, en te soutenant, et je suis content de ça. Et c'est vrai que on a aussi une belle communauté, on échange pas mal. On a un groupe WhatsApp qui est assez vivant et qui est fort sympathique, non, c'est bien. Isabelle. Oui, moi c'est un petit peu pareil, hein. J'ai écouté beaucoup de podcasts, je les ai découverts il y a à peu près 1 an, et par l'intermédiaire de Bruno que je connais puisque j'habite pas très loin de chez lui. Et donc j'ai eu le plaisir d'être coachée par Bruno pour ma prépa trail. Et puis donc je suis remontée très très loin. J'ai écouté du coup des podcasts plus anciens, 1 an, 2 ans. Vraiment, le format m'a plu. Et puis quand j'ai su qu'on pouvait te donner un coup de main en devenant Patreon, et avoir la possibilité de partager comme on le fait ce soir, d'échanger avec toi, pas de faire que d'écouter, ça m'a plu. Ça m'a plu aussi l'idée de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui partagent la même passion, qui font aussi un petit peu d'autres formats. Je vois qu'il y a pas mal de 24 heures. Moi, c'est pas trop mon truc. Enfin, c'est bien d'échanger sur des thèmes de course à pied où on n'est pas forcément habitué. Et voilà. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai rejoint le Patreon et je suis contente. Le groupe WhatsApp est bien animé, je trouve. Voilà, pour moi, pour ma part. Pierre, de ton côté. Moi, je suis tombé dessus par hasard il y a quelques années, et j'ai été tout de suite en fait conquis par la qualité du contenu, la simplicité et l'accessibilité aussi de ce qui est proposé, et puis le fait de ne pas avoir tout le temps des élites qui parlent, mais des gens auprès desquels on pourrait se trouver, ou en tout cas s'identifier. Voilà, ça m'a plu. Et puis la qualité de ton écoute aussi. Pas la parole, tu laisses parler, s'exprimer les gens, tu prends le temps de prendre le temps. Et ça, moi j'adore. Et du coup, pourquoi je suis devenu Patreon? Eh bien, parce que ça me permet d'être un petit peu plus actif et pas simplement consommateur. Voilà. Donc j'aime bien pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice, et puis ouais, avoir cette petite émulation, et la richesse des échanges du groupe est géniale. Et du coup, je regrette pas. Vincent, à ton tour. Et c'est un peu pour regrouper tout ce que tout le monde a dit, mais c'est vrai que moi j'écoutais depuis pas mal d'années de façon plus ou moins anonyme les podcasts. On consommait des écoutes, des épisodes sans forcément pouvoir à aider à ton contenu, et toi t'étais de manière indépendante. Donc quand tu as proposé à tout le monde que tu allais faire un Patreon, ça me semblait naturel de le rejoindre. Et comme a dit Pierre, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que ça change les autres podcasts où tu as des personnes connues, d'autres pas connues, très variées. Tu les laisses parler, et les questions sont très pertinentes. Donc c'est un gros plus, voilà, et sans avoir des gens qu'on retrouve tous les week-ends dans les autres podcasts. Donc ça permet d'avoir un contenu un petit peu différent. Et voilà, on a plaisir à écouter tous les vendredis matins le nouvel épisode. Eh bien, moi, je vous remercie, et ce soir, je vais vous donner la parole sur ces différents sujets, parce que c'est l'objectif de ce premier épisode consacré et ouvert au Patreon. Moi, je voulais revenir sur ces courses qui doivent être à peu près les mêmes dans vos régions, hein. Nous, du côté d'Orléans, on a une course là qui va se dérouler ce samedi 22 novembre. C'est la course des 3 ponts. 4000 dossards qui ont été vendus en l'espace de 11 heures à un prix de quand même 22 € pour un 10 km. C'est sans précédent sur cette épreuve. Comment vous percevez-vous cette augmentation des tarifs
que l'on peut rencontrer sur ces dossards, mais surtout l'engouement pour la course à pied avec des courses qui sont rapidement pleines et auxquelles il est quand même parfois difficile même de s'inscrire. Lucie, je te laisse la parole. Oui, donc moi, c'est vrai que c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles j'ai décidé de boycotter le marathon de Paris. Après l'avoir fait 2 années, quand j'ai vu que donc là, il y a le côté en effet rapidité, tarif plutôt, où en fait ça devient de plus en plus cher et pareil pour après moi c'est vrai que comme je suis une ancienne parisienne, j'ai un peu le référentiel des courses quand moi j'ai commencé à prendre des dossards entre les années 2013 et 2018, donc avant le Covid. Et je me rappelle que le Semi de Paris, donc qui a lieu tous les ans au mois de mars, sauf en 2021 avec le Covid, on pouvait, moi en 2015, j'ai pu encore m'inscrire en octobre 2015 pour la session 2016. Si je voulais faire ça cette année, ben là, si je prends le dossard par exemple pour mars, c'est sold out depuis facilement 6 mois. Pareil pour par exemple une autre course que je voulais faire, le marathon d'Avignon, une des courses du marathon d'Avignon. Ça a été pris d'assaut. L'ouverture s'est faite à midi et à 13h ou 13h30, il y avait déjà plus le premier tarif. Donc il y a une surenchère à ce niveau-là. Ce qui peut être bien quand même, c'est la mise en place parfois de bourses au dossard où on peut s'engager donc tôt avec la possibilité quand même d'échanger. Mais pour toutes les courses vraiment essentiellement parisiennes avec ASO, ça c'est pas possible. Et ça veut dire aussi des reventes un peu sous le manteau. Et là au niveau, c'est moins traçable et c'est moins équitable aussi. Maria-Laura, je te laisse la parole. Oui, moi, enfin, je voudrais voir aussi le côté un peu positif de cet engouement pour la course à pied. Je pense que là, depuis une bonne dizaine d'années et surtout depuis le Covid, je pense aussi que les gens se mettent à la course à pied, se reprennent en charge. Alors oui, voilà, j'ai mon côté un peu médical qui parle et c'est ma manière de promouvoir aussi l'activité physique pour tout le monde. Mais voilà, c'est la contrepartie de l'engouement aussi au dossard où beaucoup de gens veulent participer à beaucoup de courses, de plus en plus de courses. Alors c'est ça, est-ce que c'est le côté positif ou négatif aussi d'être à toutes les courses et de plus en plus loin, ça on en reparlera, mais de plus en plus de longues distances, etc. Mais il est vrai que les dossards prennent, et en Belgique aussi, des prix un peu rédhibitoires pour la majorité des personnes. Pour prendre un marathon de Paris où on est aux alentours de 160, 200 euros, ben voilà, tout le monde ne peut pas se le permettre. On le fait une fois exceptionnellement peut-être. Il y en a qui le font systématiquement et qui le font plusieurs fois par an. Ça devient compliqué pour tout un chacun d'y participer. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres marathons au plus proche. Enfin, en Belgique, en tout cas, on a encore des marathons dans de très belles villes, très bien organisées, qui se courent en dessous, enfin qui se courent entre guillemets en dessous des 100 euros, avec une très belle organisation et des souvenirs tout autant. Donc c'est là où on doit discuter ce qu'on veut réellement nous en tant que coureurs. Est-ce qu'on est prêt à mettre l'argent? Est-ce qu'on est prêt à aller vers cette rapidité d'achat et être au taquet pour être au plus vite? Voilà. Est-ce il va pas y avoir à un moment donné un tassement? Je ne sais pas du tout par rapport à ça comment ça va aller pour le futur. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y risque d'avoir un plafond de verre justement et que les tarifs risquent de se stopper en termes d'augmentation, en termes de progression, ou pas du tout? Vincent, quel est ton avis? Oui, je pense que au bout d'un moment, on aura peut-être un plafond. On n'en est pas loin déjà. Après, faut sensibiliser les coureurs au nombre de compétitions auxquelles ils participent. Peut-être sélectionner une grosse compétition annuelle à la rigueur
sur un gros événement, Paris, Marseille-Cassis ou ouais, des choses comme ça, si vraiment on veut se faire plaisir. Même si on n'est pas loin des 200 euros, c'est quand même abordable peut-être une fois par an quand on travaille. Mais par contre, privilégier les autres courses autour de chez nous, il y a quand même des petites courses qui font pas le plein non plus. Alors après, ça dépend des régions. Chez nous, c'est plutôt des trails. Donc les gros trails connus dans la région font le plein, mais après les courses de village, il y en a tous les week-ends et entre 200 et 500 coureurs et on peut encore arriver à peu près à s'inscrire quelques jours avant. Mais voilà, je pense que c'est aux gens de faire l'effort, de peut-être de réduire un petit peu leur nombre de compétitions dans l'année et, euh, et voilà quoi, et mettre le prix si vraiment on veut sur un gros événement quoi. Oui, et puis moi, en fait, je pense aussi que il y a l'influence aussi des réseaux sociaux. Ou là, par exemple, pour le marathon d'Avignon, clairement, c'est ce qu'ils cherchent aussi, en fait, à ce qu'on soit les premiers, qu'on ait la peur de rater, comment dire, la course. Et eux, ils sont quelque part contents. Enfin, en fait, c'est essayer aussi de peut-être de ne pas participer, enfin, d'avoir un esprit critique vis-à-vis de tout ça et de savoir exactement, comme disait aussi Vincent, d'avoir un esprit un peu prévention, de dire voilà des marathons tous les week-ends, c'est pas forcément possible, ou même plusieurs marathons dans l'année quand on est un commun des mortels, c'est pas forcément bien, et arriver aussi à se détacher de l'esprit de, enfin d'avoir envie d'être où tout se place, où tout se passe selon les réseaux sociaux. Donc essayer d'avoir une objectivité. Après, je suis d'accord avec Marie et Laura. Le marathon de Paris, c'est sûr que c'est comme des marathons dans certains marathons qui sont vraiment à faire. Et en effet, ça peut être le voyage d'une vie ou d'une année. Moi, par exemple, là, je suis allée à Nice et en aucun cas, je regrette d'avoir pris mon dossard un an avant. Et ça permet aussi parfois, au niveau budget, de diviser un peu les dépenses. Mais tout ça, il faut réfléchir, et il faut, quand c'est quelque chose de réfléchi et qu'il y a comment dire, une bonne préparation derrière, et que c'est pas juste, il faut que je coche ça parce que tout le monde le fait et il faut que je le fasse aussi. Mais ça, après, on en reviendra peut-être aussi avec l'extraordinaire. Mais en fait, moi, j'ai l'impression vraiment d'être une ancienne, quoi. Je comprends parfaitement l'envie de faire du sport, mais comprendre aussi que on n'est pas obligé non plus d'avoir des dossards à tout prix. Et peut-être qu'en effet, à un moment donné, il y aura un seuil, et j'espère, parce que là, ça devient complètement fou, quoi. Est-ce que ça modifie votre façon d'appréhender vos entraînements, la planification? Parce que là, avec des dossards qui sont finalement très très vite réservés, c'est un petit peu compliqué pour peut-être se positionner. Isabelle, je te laisse la parole. Oui, alors ça modifie complètement. Ça nécessite de planifier les courses qu'on veut faire quand même longtemps à l'avance. Ça nécessite de préparer sa saison longtemps à l'avance. On ne peut plus dire oh ben j'aimerais bien faire ce trail-là, oh j'attends un peu, hop et hop je m'inscris au dernier moment. Non, donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire et s'organiser en fonction longtemps à l'avance. Et comme disait, je sais plus, c'est Lucie ou Vincent, pourquoi pas effectivement privilégier les courses locales. Il y a plein de petites courses sympas, il y a plein de parcours à découvrir, souvent près de chez nous, et qui coûtent quand même moins cher au niveau des dossards, même si tout le monde a augmenté les prix, ça reste quand même beaucoup plus abordable que des grosses courses. C'est très bien organisé aussi parce que souvent c'est des petites orgas, c'est des bénévoles qui ont autant envie que les grosses orgas que leur événement soit réussi, et on passe des super moments. Donc moi maintenant beaucoup plus de petites courses près de chez moi, et puis les gros événements, eh bien comme disait Lucie, un ou deux dans l'année, où voilà on sait qu'il va falloir aller assez loin,
gérer le logement, etc. Mais pas plus. Et puis après, si j'ai envie de plusieurs, eh ben je me dis, celui-là, je le fais cette année, l'autre, ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais ça nécessite quand même un petit peu plus d'organisation. Et puis aussi, quand même, quand on bosse, quand on vous dit début des inscriptions à midi et qu'on quitte à 13 heures ou qu'on peut tout simplement pas être dispo, moi, je me suis vue être en pause et j'ai des amis qui m'ont demandé est-ce que tu peux m'inscrire pendant ta pause parce que moi je peux pas, je serai au boulot et je veux absolument faire cette course et je veux absolument m'inscrire le premier jour à la première heure. Donc ça, des fois ça génère quand même du stress, je trouve, et c'est quand même dommage. C'est dommage pour une activité comme le sport où c'est quelque chose qui est normalement hyper positif. On soit stressé, avoir peur de louper l'heure et de pas pouvoir s'inscrire à une course. C'est quand même le petit côté négatif de tout ça qu'il y a aujourd'hui et qu'on ne connaissait pas. Il y a même, moi j'ai commencé vraiment à faire des compétitions après le Covid. 2021-22, c'était pas encore comme ça. J'ai l'impression là vraiment que c'est comme ça depuis 2 ans. Et tous les ans, c'est de pire en pire. Donc, de pire en pire ou de mieux en mieux, ça dépend comment on voit la chose. Effectivement, se dire que les gens se mettent au sport, c'est bien aussi, mais voilà, il y a ce petit côté stress. Quand est-ce que ça sort les inscriptions qu'on n'avait pas avant. Voilà, c'est tout. Enfin, pour ma part, je le vois un petit peu comme ça. Eric, tu levais la main. Je te laisse prendre la parole. Oui. Moi, j'avais une réflexion qui consistait à dire si effectivement les dossards partent vite et que le prix est en augmentation, il y avait forcément une relation quelque part. C'est-à-dire que c'est toujours le même principe de l'offre et la demande. Pourquoi se priver alors qu'il y a de la demande pour ne pas augmenter les prix des dossards? Je dirais que pour moi, c'est la conséquence. Après, ce qu'il faut effectivement aussi avoir en tête, c'est que les gros événements ont souvent des structures qui sont aussi plus importantes. Un trail de quartier, entre guillemets, comme j'en ai autour de chez moi, ou faire le tour du Mont Blanc, bah, c'est pas du tout la même logistique, c'est pas du tout les mêmes bénévoles, les mêmes structures, et ainsi de suite. Donc voilà ça. Moi, je dirais que l'inflation des prix des dossards et la rapidité à laquelle ils partent date de plus de 2 ans, hein, largement. Moi, pour expérience, j'ai fait ma première CCC, donc qui était la petite à l'époque de l'UTMB en 2007. Donc, on s'inscrit avec des copains et on s'est inscrit une semaine après l'ouverture, assez facilement. Et dès l'année d'après, dès 2008, tous les dossards sont partis en l'espace de 4-5 heures. Il y avait même eu un gros problème de réseau, parce que le réseau n'était pas non plus aussi bien dimensionné qu'actuellement. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu n'importe quoi. Donc, pour moi, effectivement, le fait que ça parte très vite, ça fait bien une quinzaine d'années que ça existe. Hein. Et je l'ai connu aussi après, et c'est ce qui a aussi obligé l'UTMB, par exemple, de mettre en place le tirage au sort, qui n'existait pas avant 2010. Parce que il y avait pas autant de demandes qu'il y a maintenant. Maintenant, ils sont à, je crois, à x5, x6 demandes par rapport au dossard. Donc forcément, tout le monde se précipite aussi au même moment, parce qu'en sachant que, enfin, c'est le truc qui se mord un peu la queue, quoi. On veut à tout prix faire une course, donc on est là tous à attendre l'ouverture. On est des milliers à attendre cette ouverture, et ça provoque effectivement ce problème de disponibilité de dossard. Après, la solution, c'est effectivement de ne pas s'y intéresser et de ne pas faire ce genre de course. Parce que si l'offre baisse, enfin pas l'offre, si la demande baisse, bah forcément, ça va devoir se rééquilibrer. Et voilà. Mais après, on joue sur des
d'autres biais de motivation. C'est vrai que d'avoir un gros événement en objectif, c'est toujours plus motivant que de faire une petite course autour de chez soi. Maria-Laura, je te laisse rebondir. Ben oui, enfin, tu posais la question si on modifiait ou on adaptait notre manière de s'entraîner en conséquence. Ben, même si nous ne sommes pas des professionnels, que nous sommes de simples, entre guillemets, simples amateurs, je pense que quand tu te lances dans une compétition, quelle qu'elle soit, ça peut être un 5 km pour quelqu'un qui veut le faire de manière très rapide, un 10 km, un semi ou un marathon ou plus, évidemment, mais ça rentre dans une planification d'objectifs, même pour nous. Donc oui, évidemment, on va adapter notre manière de nous entraîner, on va le planifier sur 1 an, sur 2 ans, ça dépend un petit peu de l'objectif, évidemment. Et j'ai à contrario aussi des exemples des personnes qui disent ben, j'ai pas encore de dossard, je m'entraîne comme si j'allais avoir le dossard et j'espère être tiré au sort sur un dossard gratuit. Donc il y a des gens qui s'entraînent sans avoir le dossard en espérant de l'avoir en dernière minute, par exemple. Ça, je connais aussi plusieurs personnes et ça passe très régulièrement parce qu'ils les gagnent et c'est très bien. Maintenant, voilà, mais comme disait Eric, comme disait je ne sais plus lequel d'entre nous le disait, ben, c'est l'offre et la demande, ce sont les organisateurs. Donc si nous, on veut que les choses changent, ben, on doit nous les changer dans notre demande quelque part. Voilà, moi c'est vrai que j'ai fait un marathon en Belgique qui était le marathon de Gand, 90 € le dossard. Enfin, j'ai mis, je pense, autant d'engouement et de passion à le préparer que le prochain marathon qui est celui de Paris. Donc voilà, c'est un peu à nous de choisir les objectifs que l'on veut mettre aussi, le budget et voilà, c'est un peu, enfin c'est personnel aussi entre guillemets à ce niveau-là. Pierre, je te laisse la parole. Oui, bah, bon, l'essentiel de ce que je voulais dire a déjà été évoqué, donc je vais pas faire des redites. Moi, je trouve que ça, quand même, que ça apporte, enfin, ça amène la question de l'accessibilité de la course à pied qui, jusqu'à très longtemps, était une activité. Il suffisait d'avoir des baskets et puis c'était bon. Oui, alors là, on peut toujours le faire, il n'y a pas de problème, mais les baskets deviennent chères. Et puis après, si on veut participer à certains événements ou à certaines courses, non pas pour les gagner ou pour faire un chrono, mais simplement pour finir la distance, pour profiter de l'ambiance, pour avoir cette petite émulation, rencontrer des gens, etc. Eh ben, le prix des dossards, des fois, peut décourager certaines personnes qui n'en ont pas forcément les moyens. Donc voilà, ça oblige, je trouve. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça, après, c'est vraiment en fonction de comment chacun vit les choses. Mais est-ce que, enfin, ça oblige à penser sur le long terme. C'est-à-dire, je veux faire un marathon, ok, j'ai envie de faire le marathon de Paris. Bah, dans 6 mois, je peux pas le faire parce que de toute façon, il n'y a plus de dossard. Bah, finalement, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça laisse un peu plus de temps pour préparer son corps, pour avoir une progressivité suffisante, et plutôt que de se lancer au bout de 3 mois de course à pied, à se dire tiens, je vais faire un marathon, et puis d'arrêter juste après parce qu'on est rincé. Donc voilà, et puis du coup de guetter l'heure et la date, le jour où il faut s'inscrire parce que c'est notre projet sur 1 an et demi ou sur 2 ans, quoi. Voilà, ça peut être pour moi un des bons côtés. Et puis après, oui, se recentrer un petit peu sur les petites courses locales, faire vivre les petites associations, voilà, ça peut être pas mal. Après, moi, c'est facile pour moi d'avoir cette vision-là, étant donné que je suis pas un gros consommateur de dossards. J'en prends 1 ou 2 à l'année. Le reste, c'est des dossards de courses solidaires connectés, etc. Donc là, on n'est pas embêté, hein, donc donc voilà, j'ai un petit biais dans ma pratique, mais voilà, je pense qu'il y a quand même du positif là-dedans, c'est que pour une fois, on est un peu contraint de voir un petit peu sur le long terme dans cette société où on nous demande de réfléchir à court terme en permanence, quoi.
Oui et c'est vrai que je suis d'accord avec Pierre, où en effet, ou même Maria-Laura quand elle disait, que du coup, quand s'engager 1 an avant, ben, ça veut dire avoir une préparation longue, réfléchie et pas comme, certaines courses où, moi j'ai déjà vu, par exemple pour le marathon pour tous, quelqu'un qui a eu son dossard, parce que offert, 3 semaines avant et elle s'est retrouvée, à préparer enfin à courir le marathon pour tous, sans avoir jamais couru plus de 10 kilomètres, je crois. Enfin bon, parfois il y a aussi des aberrations. Moi, je suis d'accord aussi pour le fait d'avoir le dossard à l'avance si, en contrepartie, il y a cette bourse au dossard qui permet de revendre de son dossard, enfin ou voilà, de le laisser disponible. Bah, par exemple, quand moi je me suis cassé le pied en décembre 2023, j'avais déjà au moins 3 dossards où j'ai pas pu les revendre de façon légale, enfin officielle. Et ça m'a posé problème quand même. Donc et puis aussi pour les courses locales, je suis d'accord. Mais comme moi, je suis un peu une tortue qui est derrière souvent, qui côtoie souvent les voitures balais. J'avoue que je privilégie les grandes courses pour éviter aussi de me retrouver toute seule, comme ça m'est déjà arrivé, à devoir être vraiment la dernière des dernières, où tous les bénévoles sont quasiment partis quand je suis arrivée. Donc c'est vrai aussi que ça, l'esprit, enfin les grandes courses peuvent aussi motiver des personnes bah, voilà qui n'ont pas forcément un record magnifique sur les distances. Et je voulais enfin finir en disant que en fait le souci de la course à pied de manière générale, mais ça on pourra peut-être y revenir, c'est que ça a tendance, comme disait aussi Pierre, à se professionnaliser. On est de moins en moins des amateurs et on a de plus en plus, on doit de plus en plus prévoir toute une année. On doit réfléchir à notre ravitaillement. Enfin, ou est-ce que c'est parce que l'entourage ou la société nous dit qu'il faut faire ça? Mais je trouve que voilà, il faut pas oublier aussi qu'on n'est que des amateurs et qu'on fait ça en plus de nos métiers, de nos vies privées respectives, et qu'il faut pas non plus que ça devienne une charge mentale comme le reste, comme disait Isabelle, être obligée enfin quasiment d'avoir le stress d'avoir un dossard. Enfin, il faut que ça reste un plaisir. Donc à voir comment ça se termine, enfin comment ça se termine, comment ça se finit tout ça, ou quand ça continue, on va dire, pour être plus positive. Mais de manière générale, moi, voilà, on est 15 novembre, je sais toujours pas ce que je fais comme course en mars, alors que d'habitude, j'avais toujours une course prévue. Et là, j'ai peut-être en effet changé mon mindset pour moins accrocher de dossard et courir différemment. Est-ce que vous avez encore des éléments à ajouter avant qu'on passe à un sujet qui est un petit peu lié, hein, à savoir ce PPS qui passe de version gratuite à une cotisation annuelle de 5 euros? Est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur ce prix des dossards, sur cet engouement qui peut se traduire par aussi beaucoup plus d'auditeurs finalement de podcasts pour se préparer et être finalement à même de concourir sur ces différentes compétitions. Ça, moi, j'y vois un point positif, hein, l'engouement de la course à pied pour de potentiels nouveaux auditeurs et peut-être nouveaux Patreons également. Il reste quand même la possibilité de créer une course connectée à côté de mes pompes, qui limiterait pas le nombre de participants et qui serait libre à tout le monde de le faire. Donc, je te lance la perche, Seb, vas-y. Je valide le projet, ça peut très bien s'organiser, ou je vous invite également à venir courir du côté de Beaugency le 13 juin 2026 pour une course sympa. Alors, ça fait un petit peu loin pour certains, j'en vois certains qui font la moue là, du côté de la Belgique, ça fait loin pour une petite course, mais effectivement, il y a, je pense, des solutions, et sur le côté local, étant moi des deux côtés, à la fois coureur, ayant participé à des courses parisiennes,
Il faut une logistique pour ces grandes courses, mais sur le côté local, effectivement, on compte sur des bénévoles, on essaie d'accueillir les coureurs de la meilleure des façons et les prestataires, que ce soit les secours, le speaker, le photographe, le chronométrage, eh bien tout ça, ça a un coût. Sans vouloir faire des montants d'inscription très très élevés, il y a quand même des budgets qui sont incompressibles pour accueillir dans les meilleures dispositions nos athlètes, mais on arrive quand même à trouver des dossards. Mais moi, j'ai été surpris, même du côté de Beaugency, on avait ouvert seulement à 300 dossards cette première édition de la Sarabande. On a refusé une bonne cinquantaine de personnes, voire même un petit peu plus, parce que nous n'avions plus de dossards. Donc même sur le local, on arrive à avoir cet engouement, et sur les statistiques que j'ai pu observer, seuls 30% du peloton étaient licenciés. Donc on a beaucoup de coureurs amateurs qui ne participent pas forcément à une vie associative ou une vie de club. Donc il y a de nouveaux coureurs, et comme le disait Isabelle, je pense que depuis le Covid, on a beaucoup de personnes qui se sont mis à cette pratique. Pierre, je te laisse la parole avant qu'on bascule sur ce PPS. Oui, c'était juste une petite remarque par rapport à l'engouement et tout ça. Moi, je le vois vraiment d'un bon œil parce que, c'est vraiment ce côté sport santé, plus de gens qui se bougent, qui font du sport, qui se remettent en mouvement, sans parler de performance, simplement juste on met les baskets et on y va. Voilà, moi je vois vraiment ça comme étant quelque chose de très très positif. Je trouve qu'il y a vraiment je croise de plus en plus de gens qui courent, même dans les petits coins peu urbanisés. Alors depuis quelques jours, et vous avez peut-être reçu un mail allant dans ce sens, émanant de la Fédération française, qui indiquait que l'actuel parcours de prévention santé qui a vu le jour il y a quelques années, nous permettant, à raison de quelques vidéos scrutées sur votre ordinateur, d'obtenir un certificat, un pass, vous permettant de vous inscrire à certaines compétitions. Valable 3 mois, il fallait le renouveler à plusieurs reprises dans l'année, ce qui remplaçait, Maria-Laura pourra nous donner son avis en tant que docteur, le traditionnel certificat médical qu'on allait faire remplir à notre médecin généraliste ou médecin du sport en début de saison. Ce parcours de prévention santé va être remplacé à partir de ce début d'année 2026 par le pass prévention santé, qui sera valable 1 an, qui vous permettra d'avoir une assurance responsabilité civile, ainsi qu'un accès à une plateforme de contenu pour retracer un petit peu vos performances également, mais pour la modique somme de 5 €. Et ce qui aujourd'hui semble faire grincer des dents. Alors je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu sur les réseaux ce qui pouvait se dire. Certains viennent à nous indiquer que c'est pour renflouer les caisses de la Fédé. Alors, comment vous l'avez accueilli? Et je donne la parole tout de suite à Maria-Laura sur un plan santé global. Qu'est-ce que ça fait, ce pass prévention santé? Est-ce que c'est une bonne idée de ton regard de spécialiste et d'experte en médecine, ou est-ce qu'il est quand même préférable, petit rappel, d'aller voir son médecin du sport tous les ans pour faire un petit check-up? Je pense que de manière générale, et bon là évidemment c'est le médecin qui parle, voir son médecin généraliste une fois par an pour faire un petit check-up pour toutes les personnes sportives ou non sportives, je pense que ce n'est pas du luxe. Et en tant que sportif, voir son médecin du sport tous les 2 à 3 ans, surtout à partir de l'âge de 40 ans, pour moi c'est vraiment quelque chose le minimum quoi. En Belgique, moi je ne connais pas du tout au niveau français. J'ai un peu suivi cette nouveauté des derniers jours, mais en Belgique maintenant, pour la pratique du sport en fédération, donc pour l'athlétisme par exemple, on doit signer un document sur l'honneur, comme quoi on n'a pas de soucis de santé, on n'a pas de douleur thoracique, et si c'est le cas, ils nous invitent à consulter. Mais on n'a plus besoin du certificat médical pour nous inscrire au niveau des fédérations et au niveau de l'athlétisme entre autres, ou de la natation. Enfin, la natation encore maintenant, ils demandent un certificat médical, mais pas pour certaines fédérations, il n'y a plus besoin. Donc, ça responsabilise les gens, mais en même temps, on passe à côté d'une phase de prévention, je pense, médicale. Un rôle important du médecin du sport et du médecin généraliste qu'on est en train de
je ne veux pas dire bafouer parce que c'est pas vraiment le mot, mais on passe à côté de cette prévention-là, plutôt de consultation, de vis-à-vis et de pouvoir ausculter, de pouvoir examiner les patients, mettre un stéthoscope sur la poitrine, faire une prise de sang, prendre la tension artérielle. Je pense que ça, c'est le B à bas, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et ben là, on passe à côté clairement voilà, que ce soit même les vidéos tous les 3 mois, entre guillemets, le petit certificat par des vidéos ou le PPS là que vous avez, je pense qu'on passe à côté réellement de l'objectif qui est la prévention. Mais ce n'est que mon avis. Alors, je pense que pour le moment, il est peut-être trop tôt pour en tirer des enseignements sur peut-être des personnes qui auraient eu un incident en course après avoir malgré tout réalisé ce certificat sur 3 mois en termes de validité. Comment vous percevez, vous, ce certificat PPS qui vous sera exigé sur les compétitions à partir de 2026? Vincent? Bon, moi déjà une chose, ça me pose pas du tout de problème de payer 5 euros, mais le problème est pas là. Je pense qu'on passe, on peut dire que ça sert à rien du coup leur vidéo. Il ferait mieux de obliger les gens à aller voir un médecin du sport, comme disait Marie-Laura, une fois par an, ou une fois tous les 2 ans. Et là où on pourrait pas truquer le certificat comme on faisait avant, ça serait déjà plus bénéfique si la Fédé se souciait de la santé. Après, on a pu lire le déficit de la Fédé qui est entre 3 et 4 millions d'euros l'année dernière, je crois. Il y a à peu près 2 ou 3 millions de coureurs chaque année sur les courses. Et on peut faire le calcul assez vite, du coup, pourquoi ils ont lancé ce certificat. C'est sûrement pour, comme tu disais au début, renflouer le déficit et aussi pour faire quelque chose d'assez simple. Et donc, je pense que c'est un nouvel impôt qui nous est imposé, voilà. Lucie? Oui, et puis je pense aussi que c'est une certaine façon aussi peut-être d'avoir de faire payer, oui, finalement de faire participer à la Fédération française d'athlétisme tous ces coureurs qui ne sont pas licenciés dans des clubs. Et donc du coup parce qu'au fait quand on est adhérent d'un club, il me semble, comment dire, tu me corrigeras Seb si je dis faux, mais normalement la licence finalement c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que tu remplissais un questionnaire avant de prendre ta licence, et du coup c'est valable 1 an. Et après c'est vrai que enfin je trouve toujours intéressant en effet d'avoir une visite chez le médecin, si ça peut essayer aussi de faire une réflexion sur l'utilité, enfin un peu une responsabilité individuelle en rendant ça aussi payant, en se disant ben voilà, c'est quelque part un engagement à être en bonne, enfin oui, à être au courant de son état de santé. Il faut savoir aussi que c'était de plus en plus difficile d'avoir des certificats médicaux auprès des médecins, parce que voilà, il y a toute une histoire aussi de désert médical, et déjà d'avoir un rendez-vous quand on est malade pour avoir un rendez-vous chez un médecin, c'est parfois compliqué. Après voilà, il faut voir comment c'est pris en compte, et si ça peut aider aussi des associations, enfin des clubs à organiser des courses. Il faut voir un peu la contrepartie en fait. Pourquoi en fait, ouais, expliquer pourquoi c'est 5 euros maintenant aussi. Je pense que ça manque peut-être un peu de pédagogie pour faire comprendre. C'est un peu comme les impôts. Pourquoi on paye des impôts? Voilà, c'est pour avoir plus de services publics, etc. Si ça a un intérêt pour promouvoir l'athlétisme, pour que les athlètes aussi, les élites, puissent avoir un peu plus de soutien, moi je suis pas contre. Mais il faut voir en fait la finalité et la contrepartie à tout ça. Pierre, je te laisse rebondir. Oui, sur les contreparties, il me semble avoir entendu que ils allaient en profiter pour remuscler un petit peu tout l'aspect formation et accompagnement des coachs entre guillemets de la Fédé, de mettre en place
une plateforme coach santé, donc avec des conseils, des vidéos, des machins comme ça, et la mise en place aussi d'une plateforme où on pourra suivre nos différentes données, nos datas, nos résultats, nos machins. Un Strava quoi de la Fédé. Voilà. Bon, moi personnellement, oui, je le ferai comme tout le monde si je veux participer à une course. Par contre, je rejoins complètement ce que tu disais, Vincent. C'est qu'on se trompe de combat en fait. Le souci, enfin selon moi en tout cas, hein, c'est plutôt promouvoir le fait d'aller voir son médecin traitant ou un médecin du sport une fois par an pour avoir une vraie logique de prévention, d'accompagnement et de pouvoir avoir ce vrai suivi. Peut-être que c'est mon côté un peu hypocondriaque qui parle, mais en attendant, je pense que si on veut faire de la prévention, c'est quand même plutôt dans cet axe-là qu'il faut aller. Et si on reboucle un petit peu avec la discussion qu'on a eue tout à l'heure, dépenser le prix d'une consultation qui serait pas remboursée par la Sécu, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut payer, ça veut dire qu'on achète 6 ou 7 compotes de l'effort en moins, et puis ça nous paye notre consultation, quoi. Enfin voilà, on dépense largement cet argent-là, des fois dans des choses dans notre pratique sportive qui sont peut-être pas ultra essentielles, contrairement à la santé qui pour le coup c'est quand même ça qui nous fait avancer, quoi. Donc ouais, on se gourre un peu de trucs et puis de combats et ce fameux PPS mis à part pour renflouer les caisses, je vois pas trop son utilité. Peut-être sur la durée de validité, ça peut être plus facile pour les organisateurs de pas d'avoir une durée de validité. Au moins ils ont le document et puis c'est réglé, quoi. Alors après, moi, je me questionne quand même, en tant qu'organisateur, si une course qui n'est même pas labellisée par la fédération, qui va se retrouver, on va dire, organisée par une association, par une commune, par des bénévoles, quelle est la législation? Alors là, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des informations à ce sujet-là. Pourquoi, bon, le certificat médical, je l'entends, mais pourquoi le PPS est entré comme ça dans nos existences de coureurs, alors que moi j'ai participé à des courses qui n'étaient absolument pas sous label FFA, absolument pas qualificatives pour quelconque championnat derrière. J'ai l'impression qu'ils ont flairé quand même l'opportunité. Alors pour faciliter soi-disant l'accès aux courses, comme le disait Pierre, où Maria Laura allait une fois par an voir son médecin généraliste et devoir payer la consultation parce que ça fait pas partie du panier de soins de l'assurance maladie et le certificat médical n'est pas remboursé. Malgré tout, il y a un geste de prévention et ça, je l'entends parfaitement. Isabelle, je te laisse la parole. Oui, je reviens sur ce que tu disais par rapport aux courses qui sont organisées et pas forcément labellisées FFA. Ce PPS est venu complètement remplacer le certificat médical. Et quand moi je me suis inscrite sur des courses où j'avais encore mon certificat médical qui était valide et il le demandait même plus. Il fallait faire tout de suite le PPS. Donc voilà, et c'est vrai que pour avoir organisé une course avec mon club de trail, on a demandé le PPS à tout le monde et on a vérifié qu'ils avaient bien tous leur PPS valide de 3 mois. C'est ce qu'on nous a dit, donc a priori, c'est quand même devenu la règle pour toutes les inscriptions. Alors ça simplifie l'inscription en tout cas, c'est-à-dire que Oui. Sur la plateforme d'enregistrement, nous on utilise ProTiming dans la région centre, puisque c'est une société qui a été fondée à Orléans. Tu rentres le PPS, il apparaît tout de suite comme étant valide. Si c'est pas le cas, c'est retoqué et la personne doit le fournir à nouveau. Le certificat médical, est-ce qu'il était toujours, on va dire, réel et officiel et non pas trafiqué avec une date qui peut être parfois modifiée? J'en connais certains qui n'étaient pas toujours très très réglo dans leur certificat médical sur certaines courses. Donc là, le PPS, ça a une validité aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année 2025 de 3 mois. Ce sera 1 an à partir de 2026.
Il n'y a pas de prévention, c'est 3 vidéos et on le disait, vous pouvez aller vous faire un café limite et ne pas les regarder et ce sera validé. Donc, quel est finalement l'intérêt, si ce n'est pour la Fédé aujourd'hui, et je me mouille, de récupérer 5 € fois X millions de coureurs. Lucie, je te laisse la parole. Oui, il faudrait. Je voulais savoir. Enfin, peut-être que Maria Laura pourra m'éclairer. Mais je sais que moi, je discutais à une époque avec une copine qui habitait en Alsace. Et c'est vrai que par exemple, pour les courses qui avaient lieu, bah, moi j'avais participé à celle de Strasbourg. Et des Allemands étaient très étonnés, par exemple, qu'il faille un certificat médical parce qu'apparemment, parce que oui, en Allemagne, c'est pas le cas. Il y a une autre, c'est une assurance ou que sais-je. Après, voilà, c'est vrai qu'il faut voir le côté financier où là, c'est vrai qu'on se dit 5 €. Pourquoi? Et la question aussi, est-ce que finalement ça va changer quelque chose pour la responsabilisation du coureur sur sa santé et est-ce que, enfin, voilà, quel est le lien et est-ce que, enfin, parce que en effet, rien ne vaut une visite chez un médecin et est-ce que c'est pour se couvrir aussi du point de vue de la fédération, des clubs? Mais c'est vrai que ça vient un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Maria Laura, vas-y, je te laisse répondre à Lucie. Nous, en Belgique, par exemple, pour les petites courses ou les courses, même les semis, on n'a pas besoin de certificat médical. La seule fois où on me demande des certificats, c'est sur marathon et au-delà. Peut-être que ça va changer aussi, mais c'est un certificat médical de moins d'1 an. Mais je précise quand même que d'un point de vue médecine du sport, enfin les médecins en tout cas, ils vont faire un certificat de non-contre-indication. C'est-à-dire qu'au moment où tu te présentes à la consultation de médecine du sport, on ne détecte pas d'anomalie. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un problème et un souci en course, un problème cardiaque ou autre, mais ça va minimiser quand même. Et en effet, ça va sensibiliser la personne à dire, je fais attention à ma santé encore plus, je mets en place d'autres choses. Combien de fois on voit des coureurs qui fument? Alors on va insister sur le fait d'arrêter de fumer en plus, ou où il y a de l'hypertension, on va l'adapter, etc. Mais c'est pas quelque chose. Enfin, il faut pas se dire je suis allé chez le médecin, il va rien m'arriver. Voilà, ça c'est pas du tout. Malheureusement, on peut pas le prédire à 100%, mais au moins on peut déjà détecter néanmoins des choses, des pathologies, des choses qui peuvent être aggravées par la pratique d'une activité physique ou sportive, quelle qu'elle soit. Mais donc chez nous, on n'a pas cette nécessité d'avoir un certificat médical, qu'on soit affilié ou pas à la fédération d'athlétisme. Donc, dans les courses de village, dans même les semi-marathons, on n'est pas obligé. Voilà. Maintenant, moi, je pense qu'il y a peut-être une transparence à avoir, mais ça, c'est mon point de vue externe, évidemment, tout à fait externe par rapport à ce PPS. C'est une transparence à avoir sur est-ce qu'il y a vraiment une prévention qui est derrière tout cela? Quels sont les objectifs de ce 5 € qui est à payer chaque année? Quels sont les projets quels sont les investissements futurs? À quoi est-ce que ça va servir? C'est vraiment cette transparence-là. Mais voilà, je suis comme vous, je n'en connais pas plus. Mais ça me laisse dubitative quant au terme prévention qui est derrière et qui me semble un peu, mais aussi bien en Belgique, hein, je pense que là, la prévention n'est pas optimale non plus pour les coureurs, donc pour les athlètes de manière générale. Je te rejoins sur ce point, c'est-à-dire que donner 5 €, comme le disait Vincent, moi je suis absolument pas opposé. Aujourd'hui, j'ai pris parti en créant l'association à côté de mes pompes de ne pas être affilié à la Fédé parce que je me dis il y a le PPS qui existe. Quelle va être la plus-value d'une affiliation de l'association en tant que club à cette fédé? J'en voyais pas trop en dehors des formations que j'ai pu dispenser, et Dieu sait qu'il y a sur le terrain des personnes très compétentes, notamment nous au niveau de la Ligue du Centre, on a vraiment un pôle de formateurs qui est très très intéressant et très compétent. Mais si c'est pour payer des stages et que sur le terrain, ils ne reviennent rien au club, si on fait une comparaison avec le football reverse parfois en dotation ballon, en dotation d'équipement, en minibus pour les clubs. Alors, je ne sais pas si c'est la Coupe de France ou si c'est certaines rentrées d'argent qui permettent de financer, mais en tant que club,
en dehors du fait de se dire je suis affilié, je fais partie de la fédération française, mes adhérents, s'ils prennent une licence compétition, vont pouvoir participer au championnat de France, bah, ça s'arrête là. Et aujourd'hui, bon nombre d'associations, et dans la région où j'habite, le Loiret et sur Orléans, il y en a beaucoup qui ne sont pas des clubs, mais des associations sportives avec des cohortes de coureurs quand même très très nombreuses, voire plus importantes que certains clubs. Donc ça questionne en effet. Attendons de voir et laissons-leur un petit peu de temps pour peut-être expliquer et avoir une pédagogie sur ce dispositif. Mais je reste également très très dubitatif aujourd'hui. Pierre, je te laisse réagir. Ouais, moi ça me donne vraiment l'impression d'une volonté d'aller capter de l'argent là où ils n'arrivaient pas à en capter jusqu'à présent. C'est-à-dire que ça partait directement aux organisateurs. Bon, vu qu'il y a très peu de personnes qui sont licenciées finalement, tu parlais de 30% sur la course que tu organises, tiens, comment on va faire pour aller capter les 70% qui nous restent? On peut pas leur imposer une licence journalière, comme ça se fait sur certains événements, hein. Du coup, ok, c'est pas grave, on va faire un PPS piloté par la Fédé et non pas par, je sais pas, la Sécu ou par un quelconque organisme de santé, et qui du coup, hop, ça va directement à la Fédé. Ça m'interroge quand même. Isabelle. Oui, et pour rebondir sur le côté financier aussi, c'est vrai que le fait de l'avoir lancé gratuit et de contraindre quand même les gens à le faire tous les 3 mois, parce que mine de rien, 3 mois, ça revient vite. Quand vous inscrivez sur une course 1 an à l'avance, on vous dit votre PPS ne sera pas valide au moment de la course, il faudra retourner sur le site, remettre le nouveau PPS, etc. Quand on nous dit pour 5 balles, t'es tranquille 1 an, ça passe bien. Moi, j'ai eu la réflexion de mon fils, oh, c'est cool, c'est peut-être 5 euros, mais bon, je vais être tranquille 1 an. Donc, si vraiment je sais pas, mais en tout cas, si le but était de récupérer de l'argent et de faire en sorte que ça passe bien, ça a quand même été bien réfléchi. Parce que tout le monde ne râle pas. Quand même, il y a des gens qui sont contents parce qu'ils vont le faire qu'une fois au lieu de 4. Voilà. Donc, c'était juste pour un petit peu rebondir sur le côté financier où on peut effectivement avoir un doute là-dessus. Eric, tu lèves la main, je te laisse la parole. Oui, moi je suis un peu. C'est vrai que moi j'ai vu arriver le PPS là avec bonheur, parce que ça m'évitait effectivement d'aller voir mon médecin généraliste pour me faire le certificat médical à durée validité d'1 an, en sachant que ce médecin, me connaissant très bien et sachant mon niveau sportif, me faisait ça sans examen autre que la prise de tension qui me le prend d'ailleurs à chaque visite. Donc c'est oui. Moi j'ai un avis en fait qui consiste à dire que c'est la responsabilité de chacun à faire quand il fait du sport, à se dire est-ce que je suis capable, est-ce que je suis en condition, est-ce qu'il vaut mieux pas que je me fasse vérifier ou quoi que ce soit. Là, pour rejoindre ce que disait Lucie, et Pierre doit le savoir aussi, va faire une course en Suisse, il n'y a pas de certificat médical. Il n'y a rien. Tu payes ton dossard et puis tu fais ta course et voilà. Italie, pareil. Après, j'ai pas d'autres connaissances sur d'autres pays. Belgique, pareil. Donc, c'est vraiment bien encore un truc un peu spécifique à notre cher pays, la France, qui à un moment donné est devenu ce certificat médical est devenu aussi un non-sens. Je sais plus qui disait, mais sur une course, ils avaient détecté plus de 40% des certificats médicaux qui étaient des faux. C'est-à-dire que les gens, voilà quoi, photocopie, plus ou moins bien fait, et donc ça avait vraiment, le système a été complètement détourné. Pour ça que le PPS, quand il est arrivé, bon, certes, a validé de 3 mois, mais moi, ça m'a effectivement évité d'aller voir mon médecin. Et après, qu'on passe à 1 an avec un coût de 5 euros. Alors effectivement, je pense que un peu comme tout le monde qui a
une volonté de récupérer un peu d'argent sur des événements qui échappent quand même pas mal à la fédération. Et puis voilà quoi. Donc moi je suis un peu dubitatif là-dessus. Pour moi, le PPS c'est quand même une avancée par rapport à un certificat médical. Même en termes de coûts, hein, pour entre payer 5 euros par an ou payer 30 euros ou je sais plus combien maintenant, et la consultation en France, mais et on y gagne quelque part. Voilà. Mais, je maintiens ce que je disais au début, ça reste la responsabilité de chacun de dire est-ce qu'on est en condition ou pas de s'inscrire à une course et voilà quoi. C'est pour ça qu'un peu l'idée de la décharge, là, telle que le disait Maria Laura, je trouvais ça pas mal finalement. Je voulais évoquer avec vous, parce que j'ai un panel de coureurs, d'ultra-trailers, de finishers de l'UTMB, Isabelle qui fait du trail, Maria Laura qui fait du trail, du marathon, Pierre qui se lance sur un 24 heures, Lucie, multiple marathonienne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'on est sur une course à l'extra et que l'ordinaire, finalement, passe un petit peu à la trappe? Quel est votre avis par rapport à ça? Je vois en cela du toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Lucie? Oui, je pense qu'en effet, je pense que ça c'est lié aussi finalement, avec le plus grand nombre, de coureurs, avec les réseaux sociaux et cetera. Je pense qu'en effet, avant, il fallait enfin, je dis ça avant, j'ai que 40 ans, mais quand moi j'ai commencé la course à pied, ceux que je voyais être marathoniens, c'était des gens qui avaient 40, 50 ans. Il y avait des jeunes coureurs entre guillemets, mais pour moi, dans mon idée, il fallait une certaine maturité pour affronter le marathon. Et même après en avoir fait 4, je le rappelle, je trouve toujours qu'il faut une certaine maturité, que le marathon, même quand on est bien préparé, c'est difficile. Et je crois il y a une banalisation en effet du marathon, où pour moi le marathon ça commence à être quand même un peu de l'ultra distance. On peut pas faire un marathon comme on fait un 10 km ou un semi en termes d'effort. Et je trouve que on banalise vraiment le marathon. Alors après, je pense que ça c'est aussi une vision très comment dire, auto-centrée sur le monde de la course à pied, parce que c'est vrai que quand moi j'en parle autour de moi, je suis pas entourée que de coureurs. Ça reste quand même fou d'avoir fait un marathon, mais voilà, moi j'ai fini mon marathon, j'étais là plus désolée d'avoir fini voilà dans un certain chrono, alors qu'en fait ben finir un marathon c'est quand même encore quelque chose. Après je pense que tout dépend du référentiel et de la loupe qu'on a pour ce qui est de la banalisation de l'extraordinaire. Maria Laura, je te transmets la parole. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment de la banalisation qu'on fait en réalité, parce que quand on regarde, comme disait Lucie, dans notre entourage, quand on dit qu'on a couru un marathon, on nous demande combien de kilomètres ça fait exactement un marathon déjà. Donc, et quand on dit la distance, tiens, c'est beaucoup. Enfin, on n'est pas vraiment dans la banalisation. C'est juste que je pense que l'accès se fait de plus en plus tôt sur des longues distances, enfin plus jeune en tout cas. Mais néanmoins, j'ai l'impression que malgré tout, c'est pas la personne qui se lance sur un marathon, la personne qui se lance sur une prépa UTMB. Je pense que là, quand même, la grande majorité ne banalise pas du tout. Ça, on ne prend pas ça par comme une petite course. Et encore, il y en a qui, pour moi, quand j'ai commencé, 5 km, c'était énorme. Donc, je pense qu'il faut vraiment se mettre par rapport à ses propres objectifs. Et oui, ça fait rêver un marathon. Oui, enfin pour certains, ça fait rêver l'UTMB. Moi, ça ne me fait pas rêver, mais je me mets à la place des gens qui veulent le faire. C'est quelque chose qui est maintenant venu à la portée, pas de tout le monde, mais que avec une bonne préparation, si on s'y met, en UTMB, on le prépare pas en un an. Enfin, c'est pas dès qu'on court, on le fait en une année. C'est pas du tout ça, mais
c'est devenu quelque chose d'atteignable. On se dit, les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? C'est un rêve, je veux l'atteindre. Alors oui, pourquoi pas? Maintenant, ceux qui font vraiment des choses extraordinaires, il n'y en a quand même pas non plus des 1000 et des 100, mais ça reste quelque chose, à la limite, il faut être, waouh, c'est beau. Voilà, les 72 marathons en 72 jours, et être logé, enfin voilà, chez l'habitant, ça c'est extraordinaire, mais c'est plus une aventure à la limite. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais qui s'est dit voilà, je le fais, je le tente, pourquoi pas. Ça doit rester du waouh, mais c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Mais la personne qui veut le faire, si elle s'en donne les moyens, pourquoi pas. Vincent, toi qui as fait cette course de quartier du côté de Chamonix, qu'est-ce que tu peux en dire? Je pense pas que les coureurs banalisent les distances. Chaque distance est différente et suivant l'intensité qu'on y met, et ça peut être dur du 5 km à l'ultra trail. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est surtout une mise en avant de l'ultra distance par les médias. Les médias pas indépendants, mais les gros médias, que ce soit des podcasts, des magazines ou autres. L'ultra est vraiment plus mis en avant en regard du nombre de participants au global en France. Parce que des gens qui font de l'ultra en France, un 170 km, je pense pas qu'il y en ait énorme. Hein. On doit être, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être, allez, 30 000 coureurs ou 50 000 coureurs ont fait cette distance sur 3 millions de coureurs. Donc, c'est peanuts. Et puis, même ceux qui font cette distance dans l'année, ils vont faire, allez, 2 pour les plus téméraires, mais grand max. Par contre, des gens qui font si on parle de trail, des 10, 20, 30 km, ça, t'en as tous les week-ends et c'est 90% des coureurs. Pourtant, c'est très rare qu'on parle des 30 km, à part un petit peu des championnats du monde, championnats de France, mais voilà, donc je pense que c'est vrai que c'est les médias qui mettent ça en avant parce que c'est le plus grand, le plus long, le plus dur, soi-disant, donc ça parle un peu plus. Après, pour ma part, c'est vrai que ça a été dur, mais par rapport, c'est vrai qu'à un marathon ou d'autres trails que j'ai fait sur des distances en dessous avec des grosses intensités, pour moi, ça a été équivalent, quoi. Peu importe la distance, toute la course est dure. Voilà, si j'ai une chose à retenir, c'est l'intensité qu'on y met et la performance. Eric, tu levais la main et après je donnerai la parole à Pierre. Oui, oui, je rebondis sur ce que dit Vincent. Je suis d'accord avec lui, même si j'ai pas du tout le même niveau sur les ultras. Moi, je dis toujours à qui veut bien l'entendre que je trouve toujours bien plus dur un marathon que de faire un ultra trail. Ça, je peux vous le dire. Enfin, j'ai fait quelques marathons aussi. C'est diablement plus difficile que de faire un ultra ou un ultra. On peut se gérer plus facilement, on a le temps. Il y a des ravitaux, on peut prendre le temps. Sur marathon, on n'a jamais le temps. Donc ça, c'était pour confirmer ce que disait Vincent. Sur l'aspect du toujours plus, je pense que en fait, ça a un lien aussi avec ce qu'on disait tout au début sur la difficulté d'avoir des dossards. Chaque organisation faite d'ultra, enfin je parle surtout des trails, ils ont besoin aussi de récolter, enfin de se mettre en avant et de proposer effectivement des choses un peu plus extraordinaires qui aura plus de captation au niveau des médias, au niveau de l'intérêt. Alors même si le grand public n'a pas géré la finesse pour comprendre ce que veut dire 10, 20, 30, 40 ou 50 km. Par contre, quand on leur dit il y a une course qui fait 450 km à travers la montagne, et là c'est sûr que là ça fait des waouh dans tous les sens et que ça intéresse effectivement beaucoup les médias. Donc je pense que c'est pas forcément un besoin des coureurs. Enfin moi j'ai pas cette sensation-là, mais c'est plus un besoin de visibilité sur la scène en disant voilà, nous aussi on est capable de faire un sacré truc et c'est ce qui a aussi un peu motivé l'UTMB qui a voulu se diversifier, donc aussi bien en rajoutant des courses plus accessibles entre guillemets et en sortant aussi quelque chose qui était bien plus important comme la petite Route à Léon et pour ce côté visibilité, c'est sûr.
Donc pour moi, le toujours plus grand, c'est pas la demande des coureurs, c'est plus un besoin de se démarquer, un besoin marketing. Pierre, à ton tour. Ouais, je rejoins ce que vous dites sur l'aspect impact des réseaux et de ce qui est mis et des médias, de ce qui est mis en avant et tout ça. Et moi, ça me fait penser qu'en fait, ça biaise un peu la perception individuelle qu'on peut avoir dans la pratique et notamment dans une pratique de débutant ou de quelqu'un qui a juste pas envie d'aller vite ou qui peut pas ou qui veut pas, etc. Et de se dire bah j'ai fait un 10 km, ouais bon ouais voilà quoi. Alors que si on finit un marathon, on va se dire waouh, je suis trop fier, j'ai fini un marathon. Et moi ce qui me gêne là-dedans, c'est que du coup quand je parle de banalisation de l'extra, c'est que du coup la personne elle arrivera pas à être fière d'avoir fait un 5 km, alors que si on regarde autour de nous, c'est pas qui court, c'est qui est capable déjà de faire 5 km en courant, qui est capable de faire 10 km. Déjà rien que ça, c'est déjà une victoire, c'est déjà quelque chose où il me semble que on devrait en tirer de la fierté. Et le fait que les réseaux nous balancent et les médias nous balancent des trucs waouh en permanence, euh, en oubliant de préciser que ce sont des gens entraînés déjà, que ce sont des gens, pour certains sont des élites, donc qui ont déjà pas forcément la même vie que nous, qui n'ont pas forcément la même capacité de départ non plus. Euh, on oublie tout ça et tout le monde va rentrer dans cette espèce de perception individuelle qui fait qu'on n'arrive plus à être fier d'avoir couru 5 km, d'avoir couru une demi-heure, d'avoir couru 20 minutes, peu importe, par rapport à celles et ceux qui sont complètement sédentaires en fait. Et c'est en ça où je trouve que le fait de pas valoriser les petites distances, de pas valoriser le fond du peloton, et ben je trouve petit à petit on exclut d'office des gens qui aimeraient s'y mettre puis qui se disent non mais de toute façon je vais pas faire une course pour 5 km, si un jour je fais une course c'est un marathon. Ben non, va prendre un dossard pour un 5 km. C'est pas grave, c'est cool même de le terminer, de le faire et peu importe ton chrono. Du coup, ça nous biaise un petit peu là-dedans, je trouve. Isabelle, je te laisse réagir. Je rejoins Pierre là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous montre, oui, toujours les grandes distances dans les médias. Et c'est un petit peu la course à la performance, à toujours plus. Et alors, moi, je fais du trail long aussi maintenant. Donc, c'est vrai que j'ai monté tout doucement les distances. Ça m'a plu. Mais bon, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est privilégier le plaisir. Et si on se plaît sur des petites distances, sur des 10, des 15 et même des 5, eh ben on reste sur ce format et on se fait plaisir. Et j'ai cru comprendre, Sébastien, que toi, tu t'étais essayé au marathon, mais c'est pas forcément quelque chose qui t'a plu. Donc, visiblement, voilà, t'aimes mieux la piste, t'aimes mieux les 10 et c'est tout aussi dur parce que quand on fait un 10 et qu'on a envie de faire un chrono, ben, c'est dur, c'est difficile. On a des entraînements qui sont beaucoup plus intenses. Alors, ça dure moins longtemps, mais donc tout est difficile, hein, ce que tu avais dit aussi, Vincent. Donc voilà, je pense qu'il faut que chacun reste dans ce qui lui plaît. Et si on se plaît dans de la petite distance, eh ben c'est pas grave, même si on parle pas trop de nous, tant pis. Du moment qu'on a terminé, on est heureux. Faut pas se dévaloriser par tout ce qu'on voit à l'extérieur. Voilà, c'est un petit peu enfin, ce que je retiens aussi de tout ça. Et pour preuve, c'est que là, j'ai terminé mon trail. Donc tous les ans, il y a une course que j'aime bien faire près de chez moi, qui s'appelle la Barisienne, le 30 novembre. C'est un 10 km. Donc cette année, elle a été complète en 15 jours. Pourtant, c'est une course locale. C'est un petit 10, j'aime bien le faire tous les ans. Je sors de mon grand trail, je me prépare pour cette course-là. C'est horrible. Et j'en viens à regretter mes sorties longues du dimanche de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, parce que c'est dur de courir vite aussi. Donc non, il n'y a rien
tout est dur en fait quand on le fait avec une volonté de bien faire. Voilà, c'était mon petit mot de la fin pour moi sur ce sujet en tout cas. Lucie et ensuite Maria-Laura. Et oui, et puis parfois, l'extraordinaire, ça peut être juste de remarcher ou de recourir. Je crois que moi aussi, mon état d'esprit et ma vision de la course à pied a vraiment changé, enfin vraiment changé, si, depuis ma fracture, la fameuse fracture du pied en décembre 2023, où j'ai été quand même alitée pendant 2 mois, où je ne pouvais me procurer des endorphines qu'avec des béquilles en m'enfilant des 10 fois 100 mètres en béquille. Ça, je recommande à tout le monde aussi en termes de performance, c'est quelque chose. Et finalement, de pouvoir recourir même 15 secondes, 30 secondes, c'était déjà génial. Et en fait, voilà, c'est encore une fois quel est l'étalon, quelle est notre référence. Et moi, à ce moment-là, en avril 2024, quand j'ai pu recourir 30 secondes sur mon tapis de course chez le kiné, j'étais la plus heureuse des personnes. Et quand j'ai pu recourir 10 kilomètres, alors là, j'ai mis même peut-être 3 mois avant d'arriver à courir 10 kilomètres. Et voilà, et je pense qu'en effet, il faut pas oublier que l'essentiel, c'est de mettre ses pompes, hein, et pas d'en être à côté. Et puis après, et ne pas se laisser trop influencer par les médias, les réseaux sociaux, savoir raison garder quelque part. Et moi, j'ai essayé le marathon. Moi, il m'a fallu 4 tentatives pour me rendre compte que c'était pas pour moi pour le moment. Alors que Sébastien, lui, une fois, ça a suffi. Mais voilà, et là, je vais être très contente, finalement, rien que de faire un petit footing au bord de la mer de 20 minutes, quoi. Alors de mon côté, il a suffi le marathon parce que c'était dans le cadre du marathon pour tous. S'il n'y avait pas eu cette opportunité-là, je sais pas si je serais à ce jour marathonien. Donc oui, c'est propre à chacun. Moi, la piste, c'est quelque chose que j'aime bien. Les distances telles que le 5-10 km, ça va. Au-delà, je pense qu'après, on a des profils qui sont complètement différents. Des gens vont être plus endurants, vont être capables d'aller beaucoup plus loin. D'autres affectionnent les courtes distances et le panel dans nos épreuves de course à pied permet justement d'avoir cette multiplicité. Maria-Laura, je te laisse la parole pour conclure sur ce sujet. Moi, je dirais aussi, ça dépend aussi de notre entourage et de comment on perçoit avec nos amis coureurs ou non coureurs, ces petites victoires, ces petits être heureux de ce que l'on fait. Je prends l'exemple dans notre club, mais il y a ceux qui courent très très vite, qui font des marathons, mais ils nous encouragent aussi, même quand nous on est sur nos crosses de 1500 mètres et que on est crevé en terminant nos 1500 mètres, et on se dit mais enfin c'était que 1500 mètres, mais on a tout donné et on s'encourage comme si c'était un marathon. Donc je pense qu'en effet garder toutes nos petites victoires et en profiter, les savourer et ne pas se dire mais j'ai pas fait un marathon. Oui, c'est pas grave. On a fait ce qui nous semblait bon à ce moment-là, on a tout donné, peu importe la distance, et garder ce plaisir et notre entourage aussi pouvoir dire waouh, t'as couru un 5 km en autant de temps, c'est génial. T'as couru un 5 km, mais il y a 2 ans tu n'en étais pas capable. C'est vraiment de remettre du plaisir et du bien-être aussi, et de savourer ses victoires. Je ne sais plus qui le disait, mais savourer ses victoires, de se dire voilà, le fond du peloton il est là et il savoure ses victoires malgré tout. Ça c'est vraiment la majorité quand même des coureurs et l'extraordinaire peut-être devant notre porte et juste mettre les baskets et y aller, c'est parfait aussi. Et qu'on soit tous et toutes en mesure de courir encore longtemps. Et quand je dis courir longtemps, là c'est un clin d'œil à Bruno, ce clin d'œil à son livre où il disait courir longtemps, oui, c'est courir longtemps en distance, mais c'est également en âge d'être capable dans 10, 15, 20 ans de réaliser encore des sorties et de prendre plaisir avec ou sans dossard. Je pense que vous êtes tous et toutes dans cet état d'esprit. Alors, pour conclure ce tout premier épisode, je voulais que vous puissiez me donner votre coup de cœur
de cette année, de cette fin d'année, quelque chose qui vous donne envie, qui vous fait plaisir, que ce soit en course à pied, mais ça peut être également dans d'autres domaines, la musique, le cinéma, quelque chose qui vous met de la joie. C'est un petit peu le coup de cœur des Patreons que vous avez envie de nous faire découvrir à moi et aux auditeurs. Vincent, je te laisse la parole. Alors moi, mon coup de cœur pour la fin de l'année, bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le cross. Alors tous les ans, j'en fais un petit peu, mais ça regroupe vraiment toutes les qualités et ce que j'aime bien dans la course à pied, donc le goût de l'effort, le rassemblement entre amis, la facilité d'engagement, de s'engager, on en parlait tout à l'heure. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait 2 crosses. Un, le 11 novembre, je me suis inscrit à peu près 30 minutes avant le départ. Et un autre, donc le cross de Beaumont, c'était le cross départemental. Et ensuite, samedi, j'ai fait le cross de Volvic, donc sponsorisé par la marque la boisson, l'eau de chez nous. Une course gratuite, 100% gratuite, où on peut s'inscrire pareil jusqu'au dernier moment. Alors là, je m'étais inscrit la veille. Il y avait de la place pour tout le monde, toutes les distances, du 5 km au 10 km, à peu près 1000 coureurs, et c'était pas plein, et tout le monde pouvait le faire. Donc ça, c'est quand même un gros coup de cœur. Et puis, il y a vraiment tous les niveaux, et encore plus quand on a la quarantaine. Parce que maintenant, je suis passé en master, donc je courais entre les 40, de 40 à 75 ans, je crois. Donc même quelqu'un qui a la quarantaine, qui a un petit niveau, qui débute, il pourra quand même se placer et sans problème finir les temps sont larges. Donc voilà, je vous conseille ce sport. Lucie, ton coup de cœur pour cette année ou fin d'année? Moi, ça va être la découverte et et l'acidité. Enfin bref, je vais devenir plus assidue pour faire du renforcement musculaire et de la musculation et du cardio, un peu comme disait Eric tout à l'heure, devenir une athlète hybride, parce que finalement, le côté, j'adore la course à pied, mais j'ai besoin aussi de faire un effort où j'ai pas forcément besoin de regarder systématiquement où je mets les pieds et de me laisser porter plutôt avec un coach qui sera là pendant 1 heure, et donc d'essayer un autre type d'effort, mais qui sera, enfin quelque part, je fais une préparation physique, voilà, pendant l'hiver pour être mieux dans mes baskets tout au long de l'année, quoi. Pierre. Alors mon petit coup de cœur de l'année, c'est un groupe qu'on a créé au travail, autour du bien-être au travail. En fait, on a créé un groupe où tous les jours ou plusieurs fois dans la semaine, on va proposer une activité, course à pied, marche, danse, pickleball, enfin peu importe, mais quelque chose de plutôt sportif, on va dire. Et voilà, on propose, les gens viennent. Et c'est totalement gratuit, bénévole, c'est sur nos temps de pause du midi. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait complètement être modélisé sur beaucoup d'entreprises. Et ça permet de découvrir les collègues sous un autre jour, de discuter d'autres choses que du travail et de s'aérer un peu l'esprit. Et je pense qu'on a tous la possibilité à un moment donné de prendre ne serait-ce que 20 minutes pour aller prendre l'air et se changer les idées. Voilà. À qui le tour? Vas-y Maria-Laura. Écoute, moi, depuis quelque temps, j'avais un peu des difficultés à refaire des longues distances pour différentes raisons et puis pour de mauvaises excuses aussi. Et là, dernièrement, j'ai recommencé à faire un peu plus de sorties longues et enfin voilà, à un moment donné, dans une de mes sorties longues, j'arrive en forêt et j'ai vraiment pu me dire, voilà, le paysage que m'offre le trail. Là, j'étais dans cette forêt, il y avait du soleil pour une fois en Belgique, un magnifique soleil, et j'étais avec toutes les couleurs automnales et j'avais toutes les feuilles des arbres qui me tombaient dessus, et j'étais sous cette pluie de feuilles. Je me suis dit, ben là, je m'arrête, je savoure ce moment. Et j'apprécie le fait de pouvoir courir à l'extérieur, de pouvoir pratiquer le sport que j'ai envie, d'être en bonne santé et de pouvoir le faire. Et là, ça a été vraiment mon coup de cœur de ces dernières semaines. Et donc voilà, rien à voir avec les objectifs ou autres, mais juste savourer le moment et le plaisir qu'on a en course à pied. Isabelle.
Moi, ça va être un petit peu comme Maria Laura au niveau du trail où cette année, donc j'ai préparé un ultra qui devait faire 105 km et qui s'est retrouvé réduit à 85 à cause de la météo. Mais c'est toute la phase de préparation en fait qui a vraiment été mon coup de cœur parce que j'ai fait des sorties longues en forêt, j'ai fait des blocs week-end, je suis allée plusieurs fois dans les Vosges pour m'entraîner et j'ai découvert des terrains que je ne connaissais pas. Et c'est pas seulement la course. En fait, la course, c'est la finalité, mais c'est tout ce qu'il y a eu avant et tout ce travail de préparation. J'ai fait des entraînements que j'avais jamais fait auparavant parce que j'ai pris Bruno pour me faire ma prépa et de faire un travail comme ça, discipliné, de qualité et de voir au fil du temps qu'on progresse et que, oui, finalement, la course, elle va bien se passer parce qu'on est prêt. Ça a vraiment été un gros coup de cœur de préparer un objectif. Toute la phase de me dire, je prépare, là, je fais ça. Et ça a été toute la prépa vraiment énormément de plaisir et de découverte de sentiers, enfin de terrain. En France, on a quand même il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. On a des beaux paysages. Enfin, c'est magnifique, quoi. Je suis allée aussi un petit peu dans les Alpes faire de la rando. Mais c'était vraiment ça. Ça a été mon coup de cœur, la préparation de mon trail, en fait. Et puis, il y a des objectifs qui sont venus se greffer dans le cadre de la prépa aussi. J'ai pris des dossards d'entraînement. Donc là, on s'entraîne et en même temps, on est sur un événement où il y a du monde et tout. Pour moi, ça a été vraiment, 10 semaines, même un petit peu plus, 18 semaines avec la phase générale que du plaisir. Enfin, j'en ressors, vraiment ravie. Et puis, je remets le couvert du coup pour l'année prochaine avec un nouvel objectif, à deux nouveaux objectifs. Donc voilà, mon coup de cœur assez long. Il a pris une bonne partie de l'année, mais c'est un coup de cœur, un vrai. Lucie, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, mon coup de cœur, finalement de cette année 2025, je crois que c'est pareil, c'est les préparations et c'est aussi le partage. J'ai couru 2 semi-marathons, à Paris en mars et spéciale dédicace à Anaïs, si elle écoute et en fait, de d'avoir partagé, on clique pour prendre le dossard, on se prépare, même si elle habite dans le sud et moi en Normandie, et de se motiver, d'être là le jour J. C'est même elle qui m'a passé la médaille autour du cou à Paris en mars. Et puis pareil, le coup de cœur d'aller courir quand même le marathon de Nice, entre Nice et Cannes, au bord de la Méditerranée et même si je pense que ouais, ça restera un coup de cœur quand même pendant pas mal d'années, de courir comme ça au bord de la mer avec le soleil, avec la mer, on rejoint le côté paysage, la mer et puis les montagnes enneigées derrière, c'était quand même finalement à tout bien réfléchir, c'était ça mon coup de cœur 2025. Alors moi, je vais vous en proposer 2 également. Je me le permets, hein, si vous me l'autorisez. C'est tout d'abord ce premier épisode enregistré avec vous et plus globalement toutes ces discussions, toutes ces conversations qu'on peut avoir en tant que Patreon. Vous êtes des artisans également de ce podcast. Vous arrivez à parfois m'éclairer sur certains sujets. On discute de tout un tas de choses. On s'entraide également. Donc ça, c'est le premier coup de cœur. Et puis pour les personnes qui font partie de l'association la plus du côté de Beaugency, mais il y en a d'autres et Pierre en fait partie, bien qu'étant loin géographiquement, c'est de pouvoir partager, transmettre et de vivre ces moments
parfois en toute simplicité, hein. C'est juste une petite séance d'entraînement, on discute, on raconte un petit peu son quotidien, mais tous ensemble, eh bien, ça nous pousse à avancer. Et je rejoins Isabelle, hein, la préparation, ça fait partie aussi de ces bons moments. Il n'y a pas que la réalisation finale, c'est la cerise sur le gâteau. Et je tenais à vous remercier donc d'avoir pris part à cet épisode. Et si vous le souhaitez, eh bien, si vous n'êtes pas encore Patreon, bien évidemment, vous pouvez rejoindre cette communauté bienveillante. Et je vous dis à très vite si vous êtes disposés, très cher Patreon d'aujourd'hui, à enregistrer un nouvel épisode dans de prochaines semaines sur des sujets en lien avec l'actualité de la course à pied. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à tous. Merci à toi, et Seb. toutes. Merci, avec Merci plaisir. à toi, Seb. Très belle fin de journée, belle fin de semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, c'était une spéciale avec les Patreons aux manettes. Ce premier épisode du Pompe Café est désormais terminé. Un grand merci aux Patreons d'avoir pris le micro et d'avoir pris du temps pour échanger sur ces différentes thématiques. Alors si vous souhaitez prendre part à la construction globale du podcast et rejoindre ce groupe des Patreons, tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Et il est temps pour moi de vous souhaiter une belle fin de journée. À la semaine prochaine. Hey, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. You know, one of the perks about having 4 kids that you know about is actually getting a direct line to the big man up north. And this year, he wants you to know the best gift that you can give someone is the gift of Mint Mobile's unlimited wireless for $15 a month. Now, you don't even need to wrap it. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.